Eh bien, on va maintenant entrer un petit peu dans le domaine des solutions. On a vu le constat, cette nécessaire transition à mettre en place, cet éclairage de gouvernance que Corinne Lepage nous a amené, une organisation à prendre à la fois au niveau local, régional et global pour prendre en compte cette transformation de la société à venir. Et puis là, on va rentrer sur le premier point, se nourrir. Comment être capable d'assurer une alimentation de qualité dans des conditions de production qui soient vraiment durables pour tout le monde, notamment pour les agriculteurs, et avec derrière la question de la commercialisation, de la façon de relier production et consommation dans des circuits courts, les plus courts possibles. Alors nous avons comme intervenant Daniel Evin, qui est ingénieur agronome, qui a un parcours tout à fait intéressant, puisque lui est une illustration de la transition. Il pourra peut-être nous l'expliquer en quelques mots. Donc, oui. Il a fait au niveau personnel. Et donc, c'est l'homme de la transition. Et c'est un exemple qu'on peut méditer pour nous aussi. Et qui aujourd'hui est maraîcher, juste dans la région, près de Dourdan. Et qui a une exploitation et qui commercialise ses productions en circuit court, justement. C'est ça. Voilà. Daniel. Oui. Non, mais... Donc, effectivement, quand on veut parler de changement des méthodes, etc., il s'agit peut-être de déjà se changer soi-même et pour arriver à voir les choses autrement. Donc, moi, je suis ingénieur agronome spécialisé en amélioration des plantes. J'ai été sélectionneur colza, responsable d'un programme de recherche européen des années 1990 à 2000, dans deux grands groupes américains, tout d'abord Cargill, puis Monsanto. Donc, mon métier, en fait, ça consistait à quoi? À créer des nouvelles variétés de colza pour le marché, avec principalement comme objectif l'amélioration du rendement, mais aussi un petit peu de meilleure résistance aux maladies, etc. Et j'étais assez en adéquation, on va dire, avec moi-même, parce que il y avait quand même cet aspect, on va quand même vers le progrès, on améliore le rendement, et puis on lutte aussi un peu contre les maladies. On est obligé d'utiliser des herbicides, des pesticides, etc., pour nourrir la planète. Et là où j'étais aussi en accord, c'est que lorsque vous créez des variétés, pour créer une variété, en fait, vous utilisez les variétés disponibles sur le marché, qui vous intéressent, parce qu'elles ont des caractéristiques intéressantes, vous les croisez, vous faites une descendance, et si la descendance que vous obtenez est stable, etc., et est différente des autres variétés sur le marché, vous avez le droit de la commercialiser avec un droit exclusif. C'est-à-dire que vous devenez propriétaire de l'assemblage des gènes de la nouvelle variété que vous avez réussi à faire, mais en la commercialisant, vous remettez les gènes en jeu sur le marché et quelqu'un d'autre peut se resservir de cette matière première pour recréer une variété. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune appropriation du vivant, vous avez juste un droit d'utilisation d'un assemblage de gènes que vous avez fait. Et puis sont arrivés, en même temps, on va dire, que la division de semences de Cargill a été rachetée par Monsanto. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette aventure en 1998. Et sont arrivés les OGM, où là, on a changé d'échelle, de modèle, et on a délivré des brevets sur les gènes, sur le vivant. Et là, du coup, les semenciers sont devenus propriétaires de la matière vivante. Et là, pour moi, chez moi, ça a créé un peu une forme de déclic. Et avec le deuxième déclic qui rejoint, c'était très intéressant dans votre présentation, la lecture d'un livre de Jérémy Rifkin, qui aujourd'hui, on parle beaucoup de Jérémy Rifkin sur les problématiques de l'énergie, mais à l'époque, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le siècle biotech, et qui m'a, je dirais, ouvert les yeux sur ce qu'allait être notre monde d'aujourd'hui. Certains d'entre vous ont vu le film Bienvenue à Gattaca, où vous voyez des gens qui se sélectionnent, on va dire, pour créer un couple, en échangeant des cheveux pour savoir s'ils ont des compatibilités ou des incompatibilités. C'est quelque chose d'assez effrayant. Et le livre de Jérémy Rifkin m'a ouvert les yeux et, on va dire, j'ai changé ma vision sur le monde agricole. Et à ce moment-là, j'ai décidé de quitter l'entreprise et de reprendre la ferme familiale. Donc, mon père était arrivé à la retraite donc en 2000. Et c'était une ferme en conventionnel. Et pour convertir cette ferme à l'agriculture biologique. Et
une des premières choses que j'ai remarqué en arrivant sur la ferme, c'est les dégâts de l'agriculture intensive. Mon père comme tous les agriculteurs, s'est installé en 1958, donc sur une ferme à Dourdan, ici dans l'Essonne, à une trentaine de kilomètres, en participant, on va dire, à la vie moderne, c'est-à-dire en ayant des tracteurs toujours de plus en plus importants, des pulvérisateurs de plus en plus larges, etc. Parce que le modernisme voulait cela, en supprimant l'élevage, parce qu'effectivement, brasser du fumier, c'est moins joli, utiliser de l'engrais chimique, c'est plus propre. Les pesticides également, ça permet d'avoir des champs extrêmement propres. Je me souviens quand on était gosse, il y avait des pubs à la télévision où vous voyiez une pomme un petit peu avec des taches ou un petit peu abîmée et on vous disait que c'était toxique et à côté la pomme traitée, c'était merveilleux. On ne verrait plus du tout ce genre de publicité aujourd'hui. Ou BASF qui envoyait également aux agriculteurs de très beaux feuillets avec, pour reconnaître les adventices qu'on appelait mauvaises herbes, avec comme devise « belle à tuer ». C'est quelque chose d'assez... Aujourd'hui, ça ne passerait plus effectivement ce genre de... Donc le constat, moi, que j'ai pu faire, c'est un niveau de matière organique extrêmement faible dans les terres. Et là, on va rejoindre le premier exposé, parce que la matière organique, c'est quoi? C'est du carbone. Moi, dans mes terres, on était souvent à 1,2, 1,3, 1,4% de matière organique dans les sols. Et la matière organique, c'est à la fois du carbone stocké, mais c'est aussi de l'humus, et donc c'est la fertilité du sol. Et un des grands drames, on va dire, de l'agriculture intensive, c'est la baisse de la fertilité de nos sols. Alors l'Europe essaye, avec des mesures incitatives auprès des agriculteurs, de nous faire cultiver d'autres cultures, de diversifier, comme on dit, nos assolements, pour essayer de remonter ce taux de matière organique. J'ai un voisin sur son champ, bon, qui est pas très loin d'ici, vers Rambouillet. Il a un taux de matière organique de 0,3%. C'est-à-dire que le sol devient quasiment minéral. Il est mort, quoi, quasiment. Quoi. Bon, et ça marche, ça continue de marcher parce que vous êtes comme en culture hors sol. Quand vous consommez des tomates qui sont produites en hors sol, il n'y a plus de sol, c'est un sol mort puisque c'est de la vermiculite sur lequel vous faites passer un jus avec des éléments nutritifs, des éléments chimiques. Et ces champs, ça commence à ressembler à ça, à un grand champ hors sol. Et je prends un exemple aussi très illustratif, c'est la Champagne. Avant, vous avez en Champagne, vous avez la Champagne pouilleuse et les terres fortes. Historiquement, les bonnes terres, c'était les terres fortes. C'était des terres avec de l'argile, avec de la matière organique. La Champagne pouilleuse, la craie, c'est des sols relativement morts, extrêmement faibles. Et puis avec l'arrivée de la révolution verte, des engrais, etc., les bonnes terres sont devenues la Champagne pouilleuse. Et donc les agriculteurs les plus riches aujourd'hui sont ceux qui sont dans les terres, on va dire, qui sont les moins fertiles parce qu'on pratique de l'agriculture intensive sur ces terres. Donc avec le constat que j'ai pu faire moi en direct sur les terres, mais le constat que tout le monde fait, c'est la pollution de l'air par les pesticides, de l'eau par les nitrates, les pesticides. On a également une augmentation de la taille des fermes que tout le monde peut voir, avec, vous voyez, des remorques de plus en plus importantes, des moissonneuses batteuses, etc., des machines plus importantes, avec comme conséquence directe des suppressions d'emplois. Et puis également, pour les agriculteurs, aucune maîtrise du marché, puisque aujourd'hui, le blé est devenu une matière d'échange, une matière spéculative. Donc, on n'a aucun moyen d'agir sur le cours de la matière première qu'on va vendre. Quand j'étais gosse, il y avait un cours du blé qui, au moment de la moisson, comme tout le monde récoltait en même temps, il baissait. Et puis après, il remontait jusqu'en juin, jusqu'au 15 juin à peu près, puis après, une rechute. Mais on savait où aller. Donc il y avait la stratégie de celui qui disait moi je vends tout à la moisson, moi je stocke, etc., pour bénéficier de prix. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc les agriculteurs sont souvent un peu perdus par rapport à cette gestion. Est-ce qu'on peut continuer ainsi? Moi je dis que non. Tout simplement parce que la majorité de la production céréalière, elle sert à quoi? Elle ne sert pas tellement à vous nourrir, mais elle sert principalement à nourrir des animaux, voire à produire des agrocarburants, et puis aussi, je parle de la production française, et puis à être exportée.
Donc souvent, on entend les gens, ah oui, si vous voulez arrêter l'agriculture intensive, qu'est-ce qu'on va faire de l'export? Est-ce qu'on a besoin d'exporter à tour de bras énormément de céréales et polluer notre propre environnement? Donc ça, je pense que c'est des vraies questions qu'on doit se poser. Certes, ça crée des excédents, mais il faut voir les dégâts que ça crée à l'intérieur du pays, quoi. Donc la production céréalière, il faut bien prendre en considération que principalement, ça sert à nourrir les animaux. Alors, il y a du blé, bien évidemment, qui va servir à produire du pain, d'autres céréales également, mais une grosse partie de la production sert à nourrir les animaux, quoi. Donc, lorsqu'on parle de changement, est-ce qu'on peut changer ce modèle-là? Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, tout simplement parce qu'on va dire le modèle agricole français, il se tient. Quand vous allez dans des réunions, vous vous rendez compte, des réunions, je parle agricoles de manière générale, vous vous rendez compte que les dirigeants des semenciers, des coopératives, etc., tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie, des syndicats agricoles, la FNSEA, etc. Donc tout le monde est comme cul et chemise. Pour vous dire, j'étais représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique au Conseil des biotechnologies. De manière systématique, la FNSEA, l'ANIA, donc l'industrie agroalimentaire, les semenciers et les jeunes agriculteurs prenaient systématiquement, là c'est sur la question des OGM, systématiquement tout le temps les mêmes positions. Donc pour arriver à changer le modèle agricole, il faut arriver à convaincre tout le monde. Quand vous prenez, feu paix à son âme, Xavier Belin, donc qui était un agriculteur président de la FNSEA, mais qui était aussi un grand dirigeant d'un groupe industriel qui s'appelle Avril. Donc pour arriver à changer ça, il va falloir arriver à faire comprendre à tout le monde qu'il faut changer de modèle économique. Mais il y a des investissements relativement lourds qui ont été mis dans ces secteurs-là, donc ça ne va pas pouvoir se faire en 5 minutes. Il va falloir prendre son temps pour arriver à diminuer certaines de ces activités, notamment je pense aux agrocarburants. On n'a pas besoin de produire à partir de nourriture, de destiner la nourriture aux agrocarburants. Mais ça va prendre un certain temps. Et pour moi, la seule solution, là je parle au niveau des céréales, qui apparaît aujourd'hui viable, c'est l'agriculture biologique. Pourquoi? Parce qu'on va permettre de supprimer la pollution, à la fois la pollution par les pesticides et la pollution par les nitrates. Ça va permettre de créer de l'emploi. Tous les rapports qui ont été menés par différentes personnes montrent qu'effectivement l'agriculture biologique crée plus d'emplois que l'agriculture conventionnelle, de l'ordre de 25 à 30% supplémentaires. Alors tout dépend des secteurs d'activité, mais globalement, c'est ça que l'on a. On a également une meilleure rémunération pour les agriculteurs. Aujourd'hui, on constate que la crise agricole touche beaucoup moins le secteur de l'agriculture biologique que le secteur de l'agriculture conventionnelle. Alors, c'est vrai qu'il faut mettre aussi dans la balance qu'il y a une telle demande de produits biologiques que c'est relativement favorable. Mais moi, je constate au niveau céréales, par exemple, que le prix du blé biologique, on a fait une récolte catastrophique en 2016. Alors, pas à cause de l'été très chaud, mais à cause d'épisodes pluvieux extrêmement importants sur le mois de mai qui a perturbé complètement la fécondation. Donc on a eu des grains non fécondés, des grains extrêmement rabougris. Et la perte de récolte, moi sur ma ferme, c'est 50%. Donc ça, ça a été extrêmement drastique pour tous les agriculteurs, les conventionnels comme les bio. On était à la même enseigne. À la différence que le prix du blé conventionnel, il est confronté à de très bonnes récoltes par ailleurs dans le monde. Donc le prix du blé conventionnel a eu tendance un peu à baisser. Et le prix du blé bio, qui est un marché régional, plutôt européen, est monté. On est passé de 400 € tonne à 500 € tonne. Ça ne compense pas une perte de rendement de 50%, mais il y a un petit effet positif. Et ce qui permet, si le bio ne devient pas une matière spéculative, d'avoir effectivement une meilleure maîtrise du marché. Alors certains me diront, mais la baisse de la production va être un problème. Moi je dis non. Alors bien évidemment, on a une baisse de production d'agriculture biologique différente sur certaines cultures.
On peut considérer que souvent en blé, on va baisser de l'ordre de 40-45%. En maïs, plutôt moins, plutôt autour de 20%. Mais il y a des cultures comme le tournesol où on baisse que de 10%. Moi, je fais de la luzerne. On n'a quasiment pas de baisse de rendement. Sur certaines cultures comme des légumineuses, on peut arriver aussi à avoir 10-15% de baisse de rendement, mais pas beaucoup plus. Donc, il y a sur certaines cultures où effectivement on va avoir des baisses de rendement, mais pas sur toutes. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'ensemble de la recherche agronomique a été menée pour l'agriculture conventionnelle, notamment au niveau, je pense, de la sélection des variétés. Donc, on a des variétés qui sont très bien adaptées à la réponse aux pesticides, à l'engrais chimique, etc., mais très peu à un mode de conduite en agriculture biologique, puisque là, on est souvent sur des systèmes différents. Je vais prendre juste un exemple. Le sol, pour qu'il fonctionne, moi, je vais apporter du fumier dans mes champs. Pour que la plante puisse consommer l'engrais que je vais apporter, il faut que l'engrais soit digéré par la microfaune du sol et qu'elle soit restituée sous forme de nitrate ensuite par ces bactéries aux racines. Mais ça demande que le sol soit relativement réchauffé parce que les bactéries sont un peu comme nous. Quand il fait un peu froid, ça ne fonctionne pas très bien. Par contre, dans un système conventionnel, l'agriculteur, il apporte directement l'engrais sous forme assimilable par les plantes. Donc même si la température elle est relativement froide, ça marche beaucoup mieux, quoi. Donc si on a une baisse de rendement, pour moi, ce n'est pas un problème. Par contre, ça va nous imposer à tous certainement une modification de nos comportements alimentaires. On s'est mis à produire beaucoup de céréales. Donc comme on avait beaucoup de céréales, eh bien, qu'est-ce qu'on en a fait? On s'est mis à produire plus de viande. Et avec des systèmes intensifs, etc., qui permettent de baisser le coût de la viande. Donc tout le monde s'est mis à acheter de la viande, même si elle n'est pas bonne. Mais tout le monde s'est mis à consommer de la viande. Souvent, quand vous allez même en restauration collective, quand vous mangez, c'est marqué bœuf. C'est pas du bœuf, hein, souvent c'est de la vache de réforme, de la vache laitière. Hein. Mais bon, c'est vrai que marquer vache de réforme laitière, c'est pas vendeur. Il vaut mieux marquer bœuf. Hein. Donc, et là, si certains d'entre vous, vous entendez en ce moment une publicité pour de la bonne viande, vous entendez parler des races à viande, donc, comme la limousine, la partenaise. Et je pense que là, même au niveau des communicants, il y a des gens qui commencent à comprendre qu'il faut changer et qu'il y a des gens qui sont réceptifs à ça, qu'il va falloir manger moins de viande, mais de la bonne viande, pour pouvoir apprécier. Parce qu'effectivement, pourquoi on s'est mis à consommer de la tomate un peu tout le temps? Parce que la tomate, c'est bon. Et c'était bon. Hein. Mais c'est pour ça qu'on consomme de la tomate, c'est parce qu'effectivement, c'est un légume qui est excellent, mais il était excellent, quoi. Mais si vous produisez de la tomate en hiver, elle ne peut pas être bonne, la tomate en hiver. Et on arrive à une dérive du système que même maintenant, on produit de la tomate en été, qui est même plus bonne. Parce que c'est produit dans un système hors sol, donc ça devient un petit peu catastrophique. Donc, si on a une baisse de rendement et qu'on veut arriver à nourrir tout le monde, ce n'est pas un problème. Par contre, collectivement, il va falloir qu'on décide de manger moins de viande et de consommer également moins de produits laitiers. Donc un peu moins de fromage, un petit peu moins de yaourt, quoi. Voilà. Donc, par contre, cette solution, qu'est-ce qu'elle exige? Des moyens financiers assez importants. Si on veut développer l'agriculture biologique, il faut donner les moyens aux agriculteurs de le faire. Pour rentrer dans un système d'agriculture biologique, vous avez 2 années, lorsque vous passez du système conventionnel au système biologique, 2 années où vous cultivez comme en agriculture biologique, donc avec des rendements moindres, mais un prix qui n'est pas celui de l'agriculture biologique, qui est celui de l'agriculture conventionnelle. Donc vous comprenez qu'il vous faut une aide financière. Donc il y a des aides, ce qu'on appelle les aides à la conversion, qui permettent de passer ce cap. Et lorsqu'on regarde historiquement, bon, je n'ai pas de courbe, mais je peux vous la décrire, l'évolution de l'agriculture biologique, je me suis converti en 2000, à l'époque où il y a commencé à avoir les premières aides relativement importantes pour la conversion à l'agriculture biologique. Donc on voit dès 2000 une initiation de la conversion, et puis arrivé en 2004, en 2002, pardon, changement de gouvernement. Donc là, on est passé de la gauche à la droite. Il y a des choses où on se rappelle, parce que j'étais en pleine conversion à ce moment-là. En 2002, c'était Hervé Guémard, qui était ministre de l'Agriculture, qui a dit « c'est quoi ces conneries, là, tout l'argent qu'on donne à ces bio ?» Donc de 2002 à 2004, arrêt du financement de la conversion à l'agriculture biologique. Et vous regardez sur les courbes, vous avez un plateau qui correspond exactement
à l'arrêt du soutien financier. 2004, donc là, le gouvernement comprend que c'était une vraie erreur, donc remet des moyens financiers, et là, on a des conversions qui repartent. Aujourd'hui, on a un niveau de financement sur le papier qui est assez intéressant, ce qui fait qu'effectivement, il y a pas mal de recteurs qui se convertissent. Par contre, là où ça pêche, c'est sur le paiement. C'est-à-dire que les gens signent des contrats avec l'État, mais malheureusement, ils ne sont pas payés, quoi. Moi, je viens de toucher, sur la récolte 2016, une partie de mes aides seulement. Je n'ai pas fini de toucher celle de 2015. Bon, moi, je suis installé depuis longtemps, donc on va dire que je commence à avoir les reins financiers. Enfin, j'ai une ferme qui est bien assise, ça va, et je n'ai pas que cette activité céréalière. Mais ceux qui ont engagé une démarche de conversion, pour eux, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut dire aux responsables politiques qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, parce que sinon, effectivement, ce mouvement-là va être brisé assez rapidement. Donc, il faut des moyens financiers, il faut également une volonté politique de soutenir ce développement. Là, au niveau régional, maintenant, ce sont les régions qui vont donner les financements à l'agriculture biologique, qui est le second pilier de la PAC. En Ile-de-France, on a un changeant de majorité qui ne va pas pour l'instant dans le bon sens. Valérie Pécresse a décidé d'une baisse de subvention de 30% du groupement des agriculteurs bio d'Ile-de-France. Donc il y a un signe qui est montré en disant là, c'est peut-être pas terrible l'agriculture biologique. Bon, derrière, il y a des luttes de syndicats. Bien évidemment, la FNSEA est extrêmement proche de Valérie Pécresse. Et la FNSEA a toujours vu d'un mauvais œil le développement de l'agriculture biologique. On espère que ce n'est qu'un épiphénomène et que ça ne va pas durer. Mais il y a des choix politiques qui sont relativement importants, quoi. Et puis, il y a également, troisième point, c'est le soutien du marché. Ça marche aussi en bio parce que le marché est là derrière. Les consommateurs demandent des produits bio. Donc, comme le marché est soutenu, bon, bah, bien évidemment, ça marche relativement bien. S'il n'y a pas de moyens financiers, de toute façon, de la part du public, c'est sûr que la bio risque de rester à un niveau, on va dire, marginal, un marché de niche. Si on veut que la bio devienne la référence et la rupture de demain, il faut continuer à soutenir ce marché. Et on peut prendre d'autres modèles qui ont essayé, parce que ce constat d'une agriculture, on va dire, en déroute, il a déjà été fait depuis relativement longtemps. Et il y a une volonté, à un moment donné, de mettre en place, notamment par la FNSEA, ce qu'on a appelé l'agriculture raisonnée, ce qui a été un relatif échec. Aujourd'hui, il y a très peu de fermes qui sont en agriculture raisonnée, tout simplement parce que l'agriculture raisonnée, qu'est-ce que c'était? C'était simplement inscrire sur, on va dire, un registre, les pratiques, enregistrer toutes vos pratiques, mais avec un raisonnement et une réflexion. C'est-à-dire qu'avant de réaliser un traitement, vous alliez dans votre champ, constater effectivement s'il y avait besoin ou pas, vous inscriviez sur votre cahier vos observations et les traitements réalisés. Donc il y avait un point positif par rapport à avant, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des agriculteurs qui, on va dire, écoutaient leurs conseillers agricoles, qui disaient si, il faut que tu ailles traiter, etc., même sans aller voir, parce que ponctuellement, vous pouvez avoir une attaque d'insectes, mais elle n'est pas forcément dans votre champ, elle peut être que dans les champs des voisins, et puis dans votre champ, il n'y a rien, quoi. Donc l'agriculture raisonnée avait ce point positif où il y avait l'observation d'abord et la décision qui venait derrière. Sauf que vous aviez des charges en plus parce que vous aviez un enregistrement à réaliser, et puis quand vous arriviez avec votre remorque pour livrer à la coopérative, vous disiez, moi j'arrive avec du blé raisonné, tu vides comme tout le monde dans la même fosse, hein, c'est pas grave. Donc comme il n'y avait pas de circuit séparé, pas de valorisation, donc vous avez des coûts supplémentaires, mais une valorisation nulle derrière. Donc vous pouvez être satisfait d'avoir fait correctement votre boulot, mais si vous n'êtes pas rémunéré derrière, ça ne peut pas marcher, quoi. Après, il y a certains agriculteurs qui, eux, à titre individuel, ont adopté des démarches de réduction d'intrants, notamment suite à des études qui ont été faites par l'INRA sur le fait qu'en diminuant de 30 à 40% l'ensemble des intrants, le résultat économique était aussi bon, voire parfois meilleur, que ceux qui mettaient beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, etc. Malheureusement, ça reste que des démarches individuelles. Je pense que si l'agriculture raisonnée, dès le départ, était rentrée dans ce modèle-là de forte réduction d'intrants, peut-être que ça aurait pu marcher. Il aurait fallu créer aussi un marché derrière. Mais
ça reste des démarches individuelles. Et souvent, ces gens-là sont intégrés à travers un réseau qui s'appelle le réseau des fermes défis. Je pense que ces agriculteurs-là font du bon travail. Mais bon, ça reste des démarches individuelles. Et puis, il n'y a pas de soutien du marché, quoi. C'est-à-dire que de la même manière que celui qui va produire un blé vraiment avec moins de pesticides, etc., moins d'engrais et tout, qui protège son environnement, et bien cet agriculteur-là n'est pas rémunéré correctement. Et quand il arrive, pareil, pour livrer son blé à la coopérative, et bien il vide comme les petits copains dans la même fosse. Donc, il n'y a pas de valorisation supplémentaire. Donc, pour moi, pour tout ce qui est les grandes cultures, la bio, aujourd'hui, n'apparaît comme un vrai moyen de changer de modèle. Et donc, par contre, il faut, comme je l'ai dit, accepter de modifier notre alimentation. Il faut aussi, par rapport à cette baisse de rendement, arrêter de bétonner les terres, les bonnes terres agricoles. Alors là, ici, on est bien placé pour en parler. Moi, je vais vous dire, je suis paysan sur une mauvaise ferme. Entre nous, entre paysans, on sait quelles sont les bonnes fermes, quelles sont les mauvaises fermes. Vous avez ici sur le plateau de Saclay des terres superbes, magnifiques. Je ne vous parle pas de Roissy, c'était des terres fabuleuses. Moi j'habite sur Gif-sur-Yvette, mais ma ferme est sur Dourdan et tous les matins je passe du côté de entre Gomès-le-Châtel, Limours. Là vous avez le plateau de Limours aussi, c'est des terres extraordinaires. Ça fait 2 mois qu'il n'est pas tombé d'eau. Je vois les blés là chez eux, ils sont de toute beauté. En 1976, dans ces coins-là, la sécheresse, ils ne l'ont pas beaucoup vu. C'était un peu moins bon quand même, mais bon, c'était pas un déficit de rendement extraordinaire. Moi, j'ai des petites terres. J'ai quelques terres qui, avec un peu sur la plaine où il y a un peu plus de terre, mais ce n'est pas extraordinaire. Mais sinon, j'ai beaucoup de petites terres, ce qu'on appelle des terres séchantes. Donc, avec peu de réserves en eau, ça fait 2 mois qu'il n'a pas plu. Je peux vous dire qu'on commence à avoir des ronds de culture un peu partout et ça devient un peu la cata, quoi. Bon, j'ai une autre activité de maraîchage qui permet de compenser, mais si on n'a pas de pluie encore pour un mois, ça va faire mal suite à la récolte de l'année dernière qui était catastrophique, quoi. Et notamment, je pense alors je ne sais pas comment ça se passe sur les zones du Berry, etc., là où les gens ne peuvent pas arroser, parce qu'en Beauce, ils arrosent depuis longtemps, hein. Et dans toutes les zones où il n'y a pas d'irrigation, moi c'est mon cas, j'ai on va dire quasiment pas d'irrigation, j'ai juste un petit puits pour arroser mon maraîchage, mais sur le céréal, je n'ai pas d'irrigation. La récolte s'annonce catastrophique, quoi. Bon, c'est un fait, mais c'est vrai que quand je vois l'université de Paris 11, où j'ai fait mes études, quand j'étais étudiant à Orsay, elle est sur un coteau, ça gêne personne de bétonner ces endroits-là. C'est un endroit assez agréable, etc. Pour les aménageurs, c'est certainement beaucoup plus facile de bétonner des terres toutes plates, etc. C'est facile, mais ça, c'est de la super bonne terre, quoi. Et ça, on ne la retrouvera plus, quoi. Et donc, je pense qu'il y a un truc chez les responsables politiques qu'il faut intégrer, c'est notre capacité future à ne plus supprimer les bonnes terres fertiles, quoi. C'est-à-dire que ça doit faire partie de la réflexion. Tout à l'heure, on parlait, on manque de penseurs. Ça doit faire partie de la réflexion. Les bonnes terres agricoles, celles qui ont du potentiel, il faut les sanctuariser, quoi. Parce que demain, en situation de sécheresse comme ça, moi je vais faire 15 quintaux. Ici, on va faire 60 quintaux. Alors qu'en situation d'année normale, eh ben, je vais faire peut-être 40, et ici ils feront 65. C'est-à-dire que l'écart ne sera pas tellement, mais si on continue dans ce changement climatique à avoir des catastrophes un petit peu tous les ans, les bonnes terres, c'est beaucoup plus facile à produire dans des bonnes terres que dans des mauvaises terres. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, en tant que paysan, est extrêmement important. Juste un petit exemple pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'autant de production. Le blé produit en Île-de-France, c'est 2 millions de tonnes. Donc, si on regarde par rapport à la population d'Île-de-France, si j'estime peut-être à 12 millions d'habitants, ça fait 500 grammes de pain par jour et par habitant. Donc on a largement de quoi nous suffire à juste notre région, quoi. Et notre région, ce n'est pas la plus grande région céréalière, quoi. Donc on est la plus grande population, mais juste notre région, on peut largement s'alimenter plus qu'il ne faut en blé pour s'alimenter en pain, quoi. Donc c'est pour ça que baisser les rendements en blé ne pose aucun problème. Alors, l'autre moyen,
L'autre levier, on va dire, du changement, là, je parlais plutôt donc grande culture, avec l'agriculture biologique. Pour moi, c'est le citoyen, le consommateur citoyen. Et là, je vais partir de mon expérience personnelle. Donc, quand j'ai commencé mon activité d'agriculteur donc en 2000, j'étais céréalier principalement, parce que c'était une ferme céréalière avec une petite activité de maraîchage que ma mère avait mis en place pour diversifier les revenus, parce que ce n'était pas une très bonne ferme. Donc, quand vous êtes sur une très bonne ferme, vous êtes dans un modèle qui ne pose aucun problème, parce que tous les ans, ça rentre. Quand vous êtes sur une ferme, on va dire plus modeste, souvent, vous ne mettez pas tous vos œufs, comme on dit, dans le même panier. Et justement, il y avait quelques activités. Il y avait un petit peu de volaille, un petit peu de maraîchage. Ma mère faisait aussi un peu chambre d'hôte. Donc, vous faites un petit peu différentes choses. Donc, quand j'ai repris l'activité de maraîchage et je faisais un marché sur Orsay, que je fais toujours d'ailleurs. Et dès 2004, donc, j'ai été contacté par des groupes de consommateurs qui m'ont demandé, qui ont vu à travers notre groupement de producteurs biologiques que j'étais producteur bio, et qui m'ont demandé si je ne voulais pas produire des légumes pour eux. On est un petit groupe de consommateurs. Donc il y avait un groupe sur Clichy, un groupe sur les Lilas, petite couronne, et j'ai dit pourquoi pas. Et donc c'était des groupes qui faisaient 30-40 personnes. Et j'ai fait un essai en me disant on commençait simplement à entendre parler donc, du mouvement des AMAP. Il y en avait une ici sur le plateau de Saclay, qui était la première en Ile-de-France, les jardins de CRS. Mais ailleurs, ça commençait tout juste, quoi. Et ça commençait vraiment Paris intramuros, où j'avais été contacté également, mais je n'avais pas envie de rentrer avec ma camionnette, etc. dans Paris. Je trouvais que c'était un petit peu galère, donc je suis resté uniquement sur la petite couronne. Et en 2004, j'ai été contacté, mais c'était toutes les semaines, on avait des appels de gens qui nous disaient « Oui, on a un groupe de consommateurs, on voudrait des paniers des légumes ». Et donc, on va dire, j'ai mis le petit doigt dedans, et puis maintenant, je suis passé le corps entier, quoi. Alors, les raisons de pourquoi ces consommateurs m'ont contacté, c'est qu'un, ils voulaient manger sainement, ils voulaient savoir comment c'était produit, et puis aussi, ils avaient une volonté d'agir sur l'environnement de par leur comportement, et puis également soutenir l'agriculture paysanne, quoi. Donc, le concept de la MAP, c'est donc, vous signez un contrat annuel avec un groupe de consommateurs, et vous leur livrez de manière hebdomadaire un panier de légumes. Donc vous vous entendez au départ sur le montant du panier, sur la quantité de légumes que vous voulez mettre à l'intérieur. Et puis ensuite, une fois que vous avez signé le contrat, donc, vous pouvez commencer à produire et puis à livrer votre groupe de consommateurs. Alors, c'était vraiment une nouvelle démarche qui a entraîné des débats au départ et puis qui a abouti à l'élaboration d'une charte. Moi, je me souviens au début, il y a des gens qui disaient « Oui, moi j'aimerais bien, on a vu dans le sud certaines AMAP, ils faisaient des contrats de 6 mois, 6 mois. » Alors j'aurais dit « Attendez, 6 mois, oui, on voudrait prendre un panier de mai à novembre, et puis, parce que les légumes d'hiver, on ne sait pas trop quoi en faire, on n'a pas envie d'en manger. » J'ai dit « Mais attendez, moi, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que vous avez envie de manger des tomates, des courgettes qui viennent de chez moi, et puis arrivé en novembre, qu'est-ce que vous faites si vous ne mangez pas des poireaux, des pommes de terre ? C'est-à-dire que vous retournez au supermarché, consommer des tomates et des courgettes, et là, qui viennent forcément soit d'autres pays, soit qui sont cultivés hors sol, etc. Et puis surtout, si l'idée est de soutenir l'agriculture paysanne, là, vous me financez pendant 6 mois, puis les 6 mois de l'année, qu'est-ce que je fais, quoi ? Les autres 6 mois, il faut bien que je vive. Donc, on a abouti effectivement à des contrats annuels, où les gens aussi rentrent dans la démarche en se disant, bon, on va consommer des produits de saison toute l'année. Lorsque les gens effectivement sont venus rentrer dans ces démarches, je dis toujours aux gens, il va falloir apprendre à cuisiner, parce qu'effectivement en été c'est relativement facile peut-être de manger des courgettes, des tomates et des concombres, ou de la salade. Par contre en hiver, s'il y a des poireaux toutes les semaines, et pour ne pas avoir l'impression de manger toujours la même chose, il va falloir tantôt faire de la soupe, tantôt du poireau vinaigrette, tantôt une fondue de poireaux, tantôt une flamiche, etc., pour les manger différemment, quoi. Réapprendre à cuisiner. Et ça c'est un point... C'est un point essentiel, donc il faut dégager du temps. Mais bon, moi je cuisine et j'ai aussi un métier assez prenant, donc ça se fait relativement bien, quoi. Il y avait aussi des débats sur le fait que certains voulaient avoir leur paysan, c'est-à-dire qu'il y a un petit groupe de bobos, dire « Ah, nous, on aimerait bien avoir notre petit paysan ». Je leur ai dit « Ça va être difficilement possible,
Parce que comme c'est des contrats annuels, même si effectivement votre groupe est relativement important et que vous financez totalement le paysan, si pour des raisons X ou Y, parce qu'il y a une incompatibilité d'humeur entre certaines personnes, etc., vous ne renouvelez pas le contrat, à la fin de l'année, l'agriculteur se retrouve le bec dans l'eau et ne peut pas commercialiser l'année suivante. Donc, ce qui permet effectivement à certains agriculteurs d'avoir plusieurs AMAP ou plusieurs circuits de commercialisation, comme moi quand j'ai dit aux gens qui m'avaient présenté ce concept-là, je leur ai dit, moi je ne peux pas produire juste pour vous, quoi. Moi j'ai un marché, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais quand même continuer mon marché, au cas où ce système-là ne fonctionne pas, parce qu'en 2004, c'était vraiment l'inconnu, personne ne savait où on allait, ça pouvait tenir un an, comme ça pouvait durer. Donc on est arrivé effectivement à dire qu'un producteur pouvait avoir plusieurs AMAP. Par contre, au sein d'une même AMAP, il ne peut pas y avoir plusieurs producteurs pour une même production. C'est-à-dire qu'un groupe de consommateurs ne peut pas mettre en concurrence deux maraîchers. Donc elle signe un contrat avec un maraîcher, pas avec deux. Mais elle signe par contre un contrat avec un maraîcher, avec un arboriculteur, avec un éleveur de chèvres, avec un producteur de volailles, d'œufs, etc. Mais c'est une règle aussi de non-concurrence sur un même secteur d'activité. Alors, l'intérêt que ça présente pour nous, les agriculteurs, d'abord, c'est la sécurisation des revenus. Parce que là, aujourd'hui, on parle de changement climatique, etc. En céréales, quand j'ai commencé en céréales, on avait une assurance obligatoire qui était l'assurance grêle. Parce que la grêle, ça peut vous anéantir une récolte. Vous êtes à 3 jours de la moisson, un orage de grêle, il n'y a plus rien. Donc l'assurance grêle a toujours été obligatoire pour les céréaliers. C'est développé depuis plusieurs années une assurance aléa climatique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que la grêle, mais qu'il y avait des tas d'autres accidents climatiques qui devenaient de plus en plus problématiques pour la production agricole. Alors, cette assurance climatique a été au départ financée quasiment à 100% par l'État. Et puis l'État se désengage petit à petit avec la volonté de laisser cette assurance complètement aux assureurs privés. Et aussi de diminuer, il y a un fonds des calamités agricoles qui sert aussi à justement indemniser les pertes agricoles, notamment par exemple l'année dernière il y a eu des inondations, des agriculteurs qui ont tout perdu quand vous étiez complètement inondés. Il y a ce fonds de calamité agricole et que nous on demande à la Confédération paysanne que ce soit réalimenté et que ça puisse continuer. Par contre, il y a plutôt une volonté de l'État de tout basculer sur un système de la finance vers les assureurs. Donc ce système-là, le système des AMAP, permet d'avoir une assurance pour les paysans qui est complètement différente de l'assurance financière. C'est-à-dire que moi je garantis à mes consommateurs de leur fournir un panier de légumes toutes les semaines avec un volume prévisionnel, mais si effectivement c'est un peu moins ou un peu plus, c'est pas grave. Les consommateurs deviennent des gens responsables et acceptent effectivement l'aléa climatique. C'est-à-dire que l'aléa climatique, ce n'est pas moi qui prends le risque, c'est le consommateur. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans la démarche et qui, pour nous, est super rassurant. J'ai eu un épisode, enfin, vous avez entendu sûrement parler de l'épisode de GED qu'on a eu la semaine dernière. Je me suis fait attraper, comme un bleu, on va dire. J'avais regardé Météo France la veille, ils annonçaient 0, -1, bon c'est bon, puis il a fait -4. J'ai perdu mes fraises. Bon, c'est la première année, en plus je ne pensais pas que les fleurs de fraises gelaient assez rapidement, mais si en fait. J'ai beaucoup de copains arboriculteurs qui ont tout perdu. Puis bon, les fraises, j'en ai pas un grand carré, donc c'est pas très grave. J'ai perdu quelques pieds de tomates aussi. Bon, je fais du plan en plus, j'en ai replanté, ça va retarder la production, mais c'est pas très grave. Donc les gens auront dans leur panier des tomates plus tard, au lieu de les avoir, on va dire fin juin, début juillet, ils les auront au 14 juillet. Mais les gens acceptent. Et c'est notre assurance risque, et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça nous permet aussi d'écouler l'ensemble de la production, puisqu'on met en place une production avec une estimation moyenne de rendement. S'il y en a plus, eh ben, c'est tant mieux pour le consommateur. S'il y en a un peu moins, ben, c'est tant pis. Et puis, donc, il y a un contrat d'engagement qui me permet, moi, d'avoir confiance, puisque les gens se disent, bon, on s'engage pour prendre, on a un groupe de 80 personnes, on s'engage pour cette année à prendre 80 paniers.
Donc moi j'ai confiance puisque je vais être payé. Donc si je ne peux pas faire le boulot tout seul, eh ben, j'embauche. Et donc là on rentre dans un cercle vertueux. Quand j'ai commencé, je me suis installé en 2000. Donc pour faire fonctionner la ferme céréalière et la petite activité maraîchère, j'étais tout seul avec un salarié. Aujourd'hui j'ai 4 salariés permanents et des saisonniers en équivalent tremplin, l'équivalent de 3 personnes. Donc ça fait qu'on est passé de 2 personnes bossant sur la ferme à 8 personnes. Et tout ça, c'est pas moi qui ai créé les emplois. Souvent, quand je dis aux consommateurs, c'est pas moi le créateur de l'emploi, c'est vous. Parce que c'est vous qui êtes venu me trouver. Moi, j'aurais jamais eu l'idée de monter ces groupes de consommateurs. Moi, j'avais l'idée simplement de vendre sur mon marché. Et éventuellement, de voir comment je pouvais augmenter un peu mon chiffre d'affaires sur le marché, réfléchir à si j'en prenais un deuxième emplacement, mais j'avais pas envie de bosser le week-end, parce que bon, on a suffisamment déjà le boulot la semaine, donc c'est les meilleurs marchés souvent le samedi, dimanche, mais bon, et après aussi on a une vie de famille. Hein. Et je leur dis, c'est vous qui avez créé ces emplois. Et donc les acteurs du changement, ce sont bien les consommateurs. Moi, je ne fais qu'accompagner le changement parce que ça correspond effectivement à ce que je pense, mais les acteurs du changement, c'est bien le... Oui, on va conclure. Donc ben, j'arrive quasiment au bout, de toute façon. Bon, donc ce que je disais, c'est au contraire des céréales, l'assurance, ce n'est pas un système financier, mais c'est le consommateur qui nous assure. L'intérêt pour le consommateur, c'est effectivement d'avoir une responsabilité environnementale par son acte d'achat. On a aussi un échange avec le producteur pour définir ce que va être son alimentation, c'est-à-dire qu'on échange régulièrement avec le consommateur et qui nous dit on aimerait bien avoir plutôt un peu plus de ça, etc. Donc il y a aussi quelque chose de... le consommateur devient acteur de sa propre alimentation. Juste une petite anecdote sur justement ce changement, où tout à l'heure dans la céréale, je dis que ce sont les politiques qui doivent être responsables de ce changement et pas intervenir. Sur le système des AMAP, on n'a pas vu du tout les responsables politiques, on n'a pas vu du tout les représentants de l'État. C'est un truc uniquement de citoyens. La petite anecdote, la seule structure, on va dire étatique, qui s'est intéressée au système, c'est le fisc. Pour savoir s'il n'y avait pas un peu de pognon à récupérer en taxant. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, en conclusion, je dirais que là, on est de simples citoyens qui agissons. Donc, à la fois, eux de leur côté en étant acteurs, moi en étant comme celui qui répond et qui est acteur aussi du changement. Par contre, ce qu'on manque, c'est des penseurs. Et là, c'est quelque chose d'assez catastrophique. C'est qu'effectivement, dans ce mouvement-là, il n'y a personne qui pense. On est tous des petits acteurs locaux, mais il n'y a pas vraiment de penseurs qui vont réfléchir à ce changement-là. Et je pense typiquement pour rejoindre le premier débat de ce matin, au bois raméal fragmenté, qui est en fait la façon... moi j'ai appris, je suis ingénieur agronome, j'ai appris à fertiliser mes champs avec de l'azote. On appelait NPK. Donc on a tous appris, il faut fertiliser avec de l'azote, du phosphore, de la potasse. Et donc ce qui fait pousser les plantes, c'est beaucoup de l'azote, donc c'est pour ça qu'on a des problèmes de nitrate, etc. Et le bois raméal fragmenté, ce sont les rameaux de branches qui sont d'un diamètre inférieur à 5-6 cm que vous broyez. Là, on voit beaucoup de broyeurs de branches, etc., que vous incorporez au sol et vous fertilisez votre sol non plus avec de l'azote, mais avec du carbone. C'est-à-dire que c'est un système qui permet de réincorporer du carbone dans le sol. Alors là, j'aimerais bien qu'il y ait effectivement des scientifiques qui s'y intéressent pour savoir si on peut arriver à stocker du carbone dans le sol, mais surtout, l'intérêt pour moi en tant qu'agronome, c'est que ça relance l'ensemble de la vie du sol, bactéries, champignons, etc. Derrière, la première année, il faut implanter de légumineuses. Donc les légumineuses comme les haricots, les pois, les fèves. On peut mettre après des acacias, enfin bon, tous les types de légumineuses qui ont la capacité de fixer l'azote de l'air pour leur propre croissance, mais aussi pour réinjecter dans le sol. Et derrière, l'année suivante, eh bien, je cultive sans mettre d'engrais pendant 2-3 ans. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais là, il y a 5-6 ans, j'avais rencontré Guy Riba, cher directeur scientifique à l'INRA, pour savoir s'il y avait des chercheurs qui bossaient là-dessus. Il ne savait pas ce que c'était. Donc là, je crois qu'on a vraiment des besoins d'avoir des penseurs et des gens qui réfléchissent pour nous conduire dans la bonne direction. Je vous remercie.